Bonjour à tous et bienvenue sur le stand AgriDemain Eurotalk pour une nouvelle table d'hôte. Cette fois-ci, c'est donc une table d'hôte autour de la ruralité organisée par Bouge ton coq et les Journées nationales de l'agriculture. On va déployer ce thème pendant 1 heure et je remercie tous les intervenants d'être présents. Mais avant, je dois vous préciser un petit peu que donc une table d'hôte, c'est une table bien particulière puisque des ambassadeurs, des agriculteurs AgriDemain amènent tous les jours des produits. Ils sont en verre comme moi et les chefs Eurotalk avec qui nous sommes associés transforment, subliment ces produits que vous allez déguster au cours de la table. Donc je voulais demander au chef Nicolas d'abord ce qu'il nous a préparé pour savoir si on va bien manger ou pas. Ça a l'air de sentir pas trop mauvais. Nicolas, dis-nous un petit peu ce que tu as prévu. Oui, bonjour. Alors, en entrée, vous aurez un assortiment de terrines. Confit de canard, rillettes de cochon. Après, vous aurez un rôti de porc qui a été cuit basse température avec une sauce crème truffe thym. Et vous aurez quelques petits légumes parce qu'il faut en manger 5 par jour, minimum. Donc nous, on vous en met 5 ce midi. Vous voyez, on est généreux. Et vous aurez également un peu de gratin dauphinois et en dessert, une salade de fruits frais avec quelques petites tranches de financier. Bravo. Vous restez? Bon. Vous ne regrettez pas. Très bien, je vais animer donc cette table avec Camille. Merci, bonjour Gilles, bonjour à tout le monde. Déjà, merci d'être autour de la table. On se retrouve ici dans le cadre d'un projet qui s'appelle Terroir, qui est financé par le ministère de l'Agriculture et l'Union européenne. Si on est ici aujourd'hui, c'est pour parler des commerces citoyens. Bouge ton coq, nous on accompagne le développement de ces commerces citoyens, mais Bouge ton coq c'est bien plus que ça, c'est une association qui existe depuis 4 ans et qui cherche à redynamiser les zones rurales, qui développe des solutions innovantes pour redynamiser en ramenant les commerces essentiels dans les zones rurales. Du coup, on va commencer par faire un petit tour de table et je te relancerai. Non, c'est pas grave. Parce que nous avons une complémentarité d'acteurs pour traiter ce thème. Et encore une fois, merci. Donc de vous présenter et l'organisation que vous représentez. Et après, on viendra vers vous, bien sûr, selon la thématique. Bonjour, moi je suis Anne de Bézère et je suis membre du bureau de Bouge ton coq. Bonjour, moi je suis Eddy Fougier, je suis politologue et je m'intéresse à ce qui va dans le bon sens et je pense que Bouge ton coq en fait partie. Bonjour, je suis Florence Pradier, je dirige la coopération agricole qui est la Fédération des coopératives agricoles de France. Il y en a 2100 à peu près sur le territoire et elle collecte, transforme et amène un paquet de produits qu'on a dans nos assiettes tous les jours. Passez le micro s'il vous plaît. Bonjour, je suis Victor Delage, le fondateur de l'Institut Terram, qui est un think tank dédié à l'étude des territoires. Bonjour, Rodolphe Dumoulin, je suis directeur de l'action sociale et de la prévention à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le régime agricole. Bonjour, Claire Delfos, je suis professeure des universités, Université Lyon 2. Je suis géographe ruraliste et je participe au programme Terroir sur les commerces citoyens. Bonjour, Cédric Zabot, je suis directeur de l'Association des maires ruraux de France. En France, la ruralité, c'est 88% du territoire et un tiers de la population. Merci à tous. Donc, le thème exact de cette table, c'est les commerces citoyens peuvent-ils être une solution pérenne pour garantir l'accès à une alimentation durable? Donc, Camille, je t'ai coupé la parole. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte de l'étude? C'est Bouge ton coq qui était à l'initiative. Le projet, c'est Terroir, on en a parlé. Qu'est-ce qu'il recouvre? Alors, le projet Terroir, c'est un projet qui s'étale sur 12 mois et qui, comme le disait Claire Delfos du laboratoire d'études rurales, porte sur une étude d'impact pour essayer de comprendre quel est l'impact des commerces citoyens dans les zones rurales, que ce soit au niveau politique, économique, social. Donc on va étudier tous ces aspects-là dans l'étude du laboratoire d'études rurales. Et on a aussi mis en place des outils pour permettre aux citoyens qui souhaitent monter des commerces de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et on va mettre tous ces outils à disposition sur le site Réseau Terroir.
Et on a aussi notamment monté une fresque du mieux manger local, on pourra en reparler tout à l'heure. Mais cette fresque est un véritable outil pédagogique pour toucher un maximum de citoyens et quel que soit l'âge de ces citoyens. On peut peut-être commencer par un petit diagnostic, Gilles, de l'état des lieux de la ruralité aujourd'hui. Et pour ça, je vais donner la parole entre deux terrines de rillettes de porc. je vais donner la parole à Anne de Bézère pour nous présenter un petit peu l'état des lieux rapidement, mais surtout ce que fait Bouge ton coq pour apporter des solutions concrètes. Merci. Très rapidement, quelques chiffres. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, d'autant plus que je suis sûre qu'autour de la table, vous les connaissez tous parfaitement. Comme vous le savez, le commerce en milieu rural a énormément diminué. Il y a une baisse sur les dernières années de plus de 30%. Et au final, quand on regarde par le prisme des communes rurales elles-mêmes, c'est 60% des communes rurales qui ont perdu leur commerce depuis 1990. Donc c'est une dégradation à la fois violente et rapide qui s'explique par des choses que vous constatez et qui sont là aussi largement partagées, l'émergence des grandes surfaces et l'attractivité des pôles urbains ou semi-urbains, le fait que du coup on se déplace de toute façon maintenant naturellement pour faire ses courses, le développement du e-commerce, un sujet de pouvoir d'achat. Et également un sujet de repreneur, parce que comme c'est pas vrai que pour le commerce aussi, c'est vrai pour les petites entreprises et l'artisanat en milieu rural, il y a souvent eu des problèmes de repreneurs. Donc tout ça a conduit à ces chiffres et a fait que Bouge ton coq a décidé, c'est pas le seul, pour se mobiliser sur des commerces en milieu rural, mais avec cette dimension particulière qui est le commerce citoyen. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire d'une part que c'est un statut associatif, que ce sont des bénévoles exclusivement qui ouvrent ces commerces. Ce n'est pas forcément une ouverture 24/24 et 7 jours sur 7, mais c'est en tout cas une mobilisation citoyenne. Et donc de gens du coin qui ouvrent pour leurs voisins, leurs parents, ces commerces. Et ça fonctionne très bien puisque en 3 ans, on en a 4 ans. C'est plus de 200 épiceries solidaires qui ont été ouvertes sur l'ensemble du territoire. Pourquoi ça marche très bien ? C'est que ça a été pensé pour répondre à 3 sujets clés, nous semble-t-il, qui expliquent la désertification ou le départ des commerces en ruralité. Le premier, c'est un sujet de pouvoir d'achat. Et donc finalement, les épiceries solidaires Bouge ton coq, c'est quasiment du prix coûtant parce que effectivement il n'y a pas de salaire chargé. Bien souvent les mairies que l'on ne fait que remercier offrent les locaux et donc ça permet d'offrir des produits de qualité quasiment à prix coûtant. Deuxièmement, c'est la logique de circuit court. On le voit dans différentes études que l'on fait, il y a beaucoup de gens qui sont déjà installés en ruralité et d'autres qui y viennent parce que justement ils recherchent cette qualité de vie, et dans la qualité de vie il y a la qualité des produits et la qualité du bien manger. Le fait d'être en circuit court, ça offre cette possibilité-là. Et puis le troisième sujet, c'est effectivement la dimension bénévole et citoyenne qui fait qu'on n'y va pas que pour s'acheter des choses pour se nourrir, on y va aussi parce qu'il y a une dynamique citoyenne, une dynamique locale, un engagement collectif qui fait que ça devient un lieu de destination et pas uniquement un lieu où on va faire ses courses. Donc il y a d'autres initiatives, hein, vous connaissez tous 1000 cafés, il y a eu Comptoir de campagne, certaines avec leur succès, certaines avec leurs difficultés. Il nous semble en tout cas dans sa spécificité que Bouge ton coq, elle a réussi parce qu'elle s'est appuyée sur ces trois piliers. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus longue. Et la terrine m'attend, enfin les terrines. D'accord, bon, très bien. Là, on n'a pas de questions à approcher à ça. Alors, moi je précise quand même que le sujet me parle d'autant plus sans personnaliser. Juste pour vous citer que j'étais directeur de la Chambre de la Meuse, qu'il y avait une partie de la Chambre à Bar-le-Duc, une partie à Verdun, et nous on habitait au milieu. Et je peux vous dire, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sauf un petit restaurant. Et on s'est accaparé ce restaurant parce que moi je voulais aller avoir de la vie, avoir un lien social, et on allait boire le café là-bas. Et c'était juste pour vous dire qu'un jour un commerce s'est installé et ça nous a changé la vie. Bref, on a besoin justement des collectivités pour
associer et pour développer ce genre de commerce. Et donc Cédric, vous êtes directeur de l'association des maires ruraux. Justement, que fait concrètement l'association des maires ruraux sur ce thème et pour aider ces commerces à s'implanter? On a toute une série d'actions à la fois ancrées sur le réseau des 88 fédérations départementales, 13 000 communes adhérentes, à la fois pour écouter, pour prendre le pouls sur ces sujets-là. Il y a des diversités de situations extrêmement fortes. L'exemple de Bouche-ton-Coq est une nouvelle modalité quelque part dans le paysage, mais il y a le format plus classique de commerce. Et on sait qu'aujourd'hui, nous, le message principal qu'on a pu adresser grâce à cette captation de ces réalités locales, c'est la fragilité du modèle économique, de toute activité économique en milieu rural, et le commerce n'échappe pas au sujet. C'est à la fois lié à l'évolution des pratiques des habitants des communes rurales, dont on sait qu'ils sont souvent confrontés à la nécessité d'aller travailler loin. Et travailler loin, c'est travailler par exemple à proximité de galeries marchandes, de centres commerciaux, et on s'arrête le soir en rentrant plutôt que de s'arrêter ou de rester, ou de consommer local. Donc il y a une question de mise, de révélation, de porter connaissance sur le fait que ces modèles-là sont extrêmement fragiles. Et donc la réponse qui consiste à dire on peut le faire sous un format associatif, bénévole, renvoie à la question qu'on se désindexe de la question de la réussite économique du sujet et qu'on vient plutôt chercher quelque chose sur lequel les élus ne sont pas trop mauvais, c'est la question de l'accompagnement à la sociabilité. Aujourd'hui, ce sont des facilitateurs dans tous ces processus-là. Vous l'avez dit, Anne, c'est soit des locaux, soit tout simplement au moment de faire émerger le projet, c'est le maire qui va venir inciter les habitants à venir dans la salle, participer à l'échange et finalement aller chercher quelque chose de positif dans la population, qui est cette capacité à s'engager pour une cause commune, au sens où elle permet de donner une réalité concrète à son engagement, de se retrouver dans quelque chose de très opérationnel. Donc on travaille beaucoup sur cette question-là et on le travaille aussi de manière un petit peu nouvelle, dans une logique justement de répondre de manière structurelle. Vous avez évoqué des initiatives, elles sont toutes fragiles, elles sont toutes vulnérables. Et donc on a essayé de créer une structure qui s'appelle France Commerce Ruralité pour justement travailler avec des opérateurs sur la question de l'approvisionnement collectif pour pouvoir essayer de réduire la vulnérabilité économique en aidant l'opérateur local. Là, pas que les associations, pas que les formats d'épiceries associatives, mais aussi les commerces classiques, on va dire, pour pouvoir faire que souvent le couple puisse vivre de cette activité-là. Donc voilà, on essaye de baliser cette question-là parce que les élus le disent, c'est important de retrouver une présence de commerce. Donc vous avez avec Bouche-ton-Coq un exemple, on peut en créer, donc on n'est pas dans un récit négatif, on crée des choses et la question c'est comment est-ce qu'on les permet de perdurer, de créer les conditions pour que ça perdure. Merci Cédric. Et justement, ces commerces, ces épiceries participatives, comme vous l'avez dit, fonctionnent grâce aux habitants. C'est une association qui fonctionne sans charge et sans marge. Est-ce que, Cédric, d'après vous, est-ce qu'il faut toujours... est-ce que le facteur de réussite, c'est d'avoir justement un maire qui nous accompagne dans notre commune pour lancer le projet? Ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire. Et moi, c'est indispensable au sens où c'est un catalyseur, c'est une référence, c'est un repère, peu importe comment on l'appelle. Et souvent, c'est mon privilège d'acteur engagé, c'est quelqu'un qui croit et qui a envie de croire qu'on peut faire des choses à cette échelle-là. Je ne dis pas à petite échelle, mais à cette échelle-là. Et le fait de savoir mobiliser des gens, de savoir parler aux agriculteurs parce qu'il les connaît, parce que de savoir parler aux nouveaux habitants qui ont peut-être des pratiques, comme j'évoquais un peu tout à l'heure, un peu désincarnées, désociabilisées. Et donc à partir de là, il est nécessairement ce facteur X qui permet à un moment donné de passer de l'idée à... Voilà. Ça peut marcher à l'envers, il faut aussi avoir la lucidité de le dire. Il y a des endroits où on sait que si le maire n'est pas dans le coup pour plein de raisons, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il ne croit pas au projet, c'est clair que ça ne va pas aider. Donc c'est aussi une nécessité. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment quelque chose qui permet aussi de... c'est un engagement qui permet de connecter aussi à d'autres réalités locales au-delà du village, de pouvoir connaître la chambre, de pouvoir connaître des opérateurs qui vont pouvoir aider, d'aller chercher une subvention, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. Et c'est l'avantage de notre pays d'avoir ce maillage formidable, c'est que les 200, c'est que les 200 premières. Et c'est ça qu'il faut se dire.
Merci Cédric. On va donner la parole maintenant à Claire. Claire qui est directrice du laboratoire d'études rurales de l'Université Lyon 2, comme on l'a dit tout à l'heure. Et Claire, vous avez suivi de près l'étude de Anne Lascaux qui est post-doctorante au sein de votre laboratoire de recherche et qui a analysé l'impact des commerces citoyens en ruralité. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quels sont les enjeux principaux pour ces épiceries participatives en zone rurale ? Merci. Oui, donc notre laboratoire, c'est un laboratoire pluridisciplinaire et qui travaille sur les espaces ruraux et qui s'interroge beaucoup aussi sur l'accès à l'alimentation en milieu rural. Donc sur les enjeux des commerces, moi je pense que ça se remet, on l'a vu, dans l'idée de réponse à des nouvelles pratiques aussi d'habitants, mais aussi à faire changer des pratiques existantes dans le cadre de réflexion sur la relocalisation alimentaire. On y a beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, surtout dans les métropoles ou dans les grandes villes. Et cette question, elle se pose très fortement aussi dans les territoires ruraux. Ça tombe pas sous le sens en milieu rural, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ces commerces, on l'a vu, c'est des enjeux aussi très forts de lien social, parce qu'avec le recul des commerces alimentaires, il faut mettre en parallèle le recul des cafés, bars ou différents lieux de sociabilité, et toujours avoir en tête que le milieu rural, c'est un espace de faible densité relative, avec aussi dans certains cas de l'habitat un peu dispersé. Donc on n'est pas dans l'image du village groupé où on est ensemble. On a aussi des phénomènes d'isolement avec des difficultés de mobilité. Donc je pense à ces enjeux de mobilité très forts. Oui, on peut aller en ville, mais tout le monde ne peut pas aller en ville. Quand on est personne âgée, et on est aussi on a confronté à un double coût d'une certaine façon quand on est en situation de pauvreté, précarité. Les commerces ruraux vendent toujours un petit peu plus cher et c'est logique, ils ont moins de clients, des difficultés de logistique et en plus on a le coût du déplacement. Donc aujourd'hui on parle de précarité énergétique très forte en milieu rural. La précarité énergétique, elle est liée à la mobilité. Mais donc, quand on est en situation de pauvreté, précarité, on cumule le coût de l'alimentation et le coût du déplacement afférent. Alors voilà, ça c'est des enjeux. Je pense que dans les enjeux, on a aussi celui d'une définition de la qualité du bien manger. On en parle beaucoup, on parle de qualité alimentaire, c'est un terme d'accessibilité à la qualité alimentaire. On met beaucoup de choses derrière et donc je pense que ça aussi il faut peut-être redéfinir, regarder et le mettre en lien avec un coût de cette qualité alimentaire. Alors après j'irai dans l'idée aussi peut-être de lien, on parle de commerce, mais on lien là, de petits restaurants qui jouent un rôle important pour les personnes âgées, en particulier avec parfois du restaurant portage à domicile ou le restaurant qui fait cantine et comme lieu de sociabilité. Et de fait, voilà, ça fait partie aussi des enjeux, mais aussi pour les jeunes, parce qu'on voit apparaître de nouvelles formes de restauration en milieu rural pour répondre à des besoins de la jeunesse. On a parlé des personnes âgées tout à l'heure, mais il ne faut pas les oublier non plus. Et du coup, moi je dirais que ces commerces citoyens, ils répondent ils ont des formes qui sont celles d'aujourd'hui, comme on parle beaucoup d'hybridation, hybridation des modèles économiques, oui, avec des bénévoles, etc. Mais on a aussi des formes d'entrepreneuriat qui se mêlent. Donc il ne faut pas oublier l'enjeu économique aussi. Et puis de redécouverte ou de nouvelles formes de multifonctionnalité. On avait des commerces multifonctionnels, on a aujourd'hui France Service, on redécouvre cette multifonctionnalité. Et je dirais aussi dans ces enjeux, créer des nouveaux commerces, des commerces citoyens,
mais il ne faut pas oublier de faire peut-être un diagnostic de l'existant. On a donné des chiffres, présence, absence de commerce, et ça c'est les commerces, on va dire, sédentaires. Il ne faut absolument pas oublier les marchés et l'itinérance, et cela d'autant plus qu'aujourd'hui l'itinérance connaît une forme de renouveau, et donc il faut vraiment penser complémentarité. Voilà. Après, rapidement, je peux peut-être venir sur quelques freins. Très rapidement, les freins, ils sont parfois, ces commerces, ils sont liés à des réseaux. Et on a fait tout un travail aussi sur les jardins, les dynamiques de jardins en milieu rural. Et on voit qu'on est parfois dans des réseaux qui se superposent, y compris en termes culturels. Donc l'idée, c'est de bien toucher tout le monde. Un autre frein, ce serait toujours ces questions d'approvisionnement je dirais de transmissibilité et d'usure du bénévolat, mais de transmissibilité quand on est dans des structures hybrides en particulier. Alors, voilà. je rebondis juste sur l'hybridation, Claire, parce que juste pour vous dire que la marraine des Journées nationales de l'agriculture cette année, c'est Gabrielle Alperne, qui, je crois, s'est fait connaître sur ce thème, et donc vous pourriez, et vous avez peut-être des échanges avec elle. Merci en tout cas. Eddy Fougier, je pense qu'il y a des choses qui te parlent. Tu combats la période un peu angoissante que nous traversons en essayant de montrer qu'il y a des initiatives positives partout, et notamment dans le milieu rural. Donc notamment tu collabores avec le Média Positif, entre autres. Tu animes sur LinkedIn aussi des posts qui nous redonnent de l'espoir. Donc je pense que toute cette initiative et ces initiatives te parlent. Comment tu ressens ce qui a été dit là jusqu'à présent, et comment peux-tu positiver ça justement? Alors, plusieurs choses. Effectivement, si on part du constat, je vais quand même rappeler les chiffres pour les personnes qui ne connaissent pas nécessairement le sujet, au-delà de cette table. Effectivement, on a 62% des communes rurales qui n'ont plus de commerce, ça veut dire 20 000 villages, et 62% aujourd'hui. En 1980, c'était 25% seulement. Bon. Et en moyenne, il faut faire 25 km pour que les personnes puissent se nourrir et acheter leur alimentation. Donc il y a un vrai sujet. Et par-delà, cette question de l'accès à des services de proximité, je dirais, il y a deux rapports intéressants qui ont été publiés, qui n'ont pas nécessairement de lien avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, mais malgré tout, je voulais les mentionner. La Fondation Jean Jaurès, à la fin de l'année 2024, a publié une enquête et un rapport qui s'appelle « Réhumaniser la société de l'absence ». Et j'aime bien cette notion de société de l'absence. Et la fabrique Spinoza vient de publier un gros rapport de plus de 300 pages sur la société des liens, et en mettant l'accent en particulier sur les territoires. Et on voit bien, effectivement, on parle beaucoup d'attentes sociétales, et on voit bien que dans ces attentes, il y a cette notion de lien, il y a cette notion de proximité, il y a cette notion d'humain. Et donc, il y a effectivement l'accès à une nourriture de qualité, mais il y a aussi ce lien absolument essentiel. Et au-delà, on voit bien aussi ce besoin d'implication de beaucoup de citoyens. Quand on regarde le nombre de bénévoles en France, le nombre d'aidants, alors ce n'est pas toujours une implication volontaire, c'est toujours compliqué cette situation-là pour les aidants. Mais on voit des initiatives qui pullulent, et c'est ce que j'ai essayé de faire régulièrement, de recenser ces initiatives, et c'est très très impressionnant. Et je rebondis sur ce qui a été dit auparavant. Effectivement, il y a ces commerces de 10 citoyens, mais il y a une montée très impressionnante aussi des épiceries mobiles. Et ça, c'est quelque chose notamment porté par des femmes d'ailleurs, parce que ce sujet est assez féminin. Finalement, je n'ai pas les statistiques sur les commerces citoyens, mais c'est un sujet, je trouve, assez féminin. Et les épiceries mobiles, effectivement, au-delà des épiceries mobiles, il y a aussi des coiffeurs itinérants, il y a des masseurs itinérants, il y a des sophrologues itinérants. Enfin, il y a un rôle de maillage du territoire d'individus qui ont décidé de ne pas subir un petit peu
ce déclin du monde rural et de prendre à bras le corps un certain nombre de défis. Et c'est ce que font aussi beaucoup d'associations. Bien sûr, Bouge ton coq, il y en a d'autres. Et je pense que ce qui marche, en l'occurrence, c'est effectivement quand il y a une convergence d'intérêts et d'implication à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, d'élus locaux, en particulier des maires, parce que très souvent le déclic, c'est la fermeture de l'école, la fermeture du dernier commerce, la fermeture d'une station-service, et décide effectivement de changer un petit peu l'ordre des choses. Mais ça, c'est une condition nécessaire. La condition suffisante, c'est souvent l'implication d'autres acteurs, les habitants, souvent d'ailleurs des néo-ruraux, mais pas seulement. Il faut aussi des associations, il faut aussi des acteurs économiques, des chambres de commerce quelquefois qui jouent un rôle important. Donc c'est un ensemble. On est à côté du stand de la Drôme, je ne peux pas résister, étant moi-même drômois. Tous les ans, tu nous le dis. Mais effectivement, ce qui s'est passé, notamment dans ce qu'on appelle la Bio-Vallée, est assez symptomatique. C'est-à-dire que c'était une situation de désertification, de déclin jugé inexorable avec les jeunes qui partent, la désindustrialisation, les difficultés du monde agricole. Et ils ont essayé de renverser cette tendance en partant d'un projet extrêmement concret qui était la dépollution de la Drôme, la rivière. Et puis petit à petit, ils se sont aperçus que finalement on pouvait agir si on partait de façon très pragmatique et si on mettait autour de la table l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, acteurs économiques, de la société civile et élus locaux. On pouvait parvenir à faire avancer les choses et les commerces citoyens, les commerces de proximité font partie de cet élément-là, de cette dynamique qui existe dans beaucoup de villages et il y a pas mal d'exemples, vous pourrez y revenir éventuellement tout à l'heure. Merci Eddy. Alors il y a un acteur, ça a été dit, qui est incontournable dans les territoires, c'est les coopératives. Et elles sont un peu partout, elles sont de différentes tailles. Justement, Florence, comment est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des liens, ils existent déjà peut-être, entre ces commerces citoyens qui existent ou qui vont s'installer et des coopératives qui sont de tailles différentes, qui pourraient jouer un rôle dans l'alimentation, dans le lien social aussi? Merci, oui. Moi, peut-être en préambule, et avant de répondre à cette question, rappeler un peu un paradoxe qu'on vit tous les jours entre la qualité et la diversité des productions qu'on est capable de produire sur les territoires et le sentiment d'éloignement du consommateur de ces productions territoriales. Et je pense que de ce paradoxe-là, le commerce de proximité, qui est celui solidaire ou pas d'ailleurs, contribue réellement à recréer le lien ou à rapprocher le producteur du consommateur. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger parce que finalement, ça donne un rôle particulier au commerce de proximité, qui est d'abord évidemment de participer à la dynamique territoriale. Et quand on achète un produit local, eh bien, on contribue dans son achat à cette dynamique territoriale. On a réalisé avec les coopératives agricoles une étude pour mesurer l'empreinte. Un euro ou un euro qui est consommé dans un territoire à partir d'entreprises qui sont dans ce territoire-là, ça génère des emplois, ça génère du chiffre d'affaires induit, indirect, et évidemment, ça contribue aussi à l'attractivité de ce territoire. Le deuxième point, donc évidemment, participation à la dynamique territoriale, on en a besoin. Le deuxième point, c'est que les usines ou les fabriques, elles sont situées dans les territoires à proximité des productions agricoles, pour des questions évidentes de logistique et puis d'être proche de la source et des ressources. On a besoin d'attirer des gens dans l'emploi de ces sites. Et évidemment, pour attirer des gens, il faut que le territoire soit dynamique. Donc le commerce de proximité contribue aussi à l'attractivité d'un territoire, y compris sur le plan de l'attractivité en termes d'emploi. Et c'est fondamental pour le secteur alimentaire. Je rappelle qu'on a à peu près 400 000 ou 450 000 emplois qui sont répartis sur l'ensemble de nos territoires et qu'on est en permanence en recherche. C'est un secteur sur lequel on est en crise, c'est-à-dire qu'on a plus d'offres plus de demandes que d'offres.
Et donc on est toujours avec une crise sur l'emploi. On a besoin d'avoir de la main-d'œuvre dans les territoires et ça y contribue évidemment. Et troisième point, je trouve important, qui concerne la capacité qu'ont les commerces de proximité à refaire le lien entre l'acte de production et la consommation. Il y a un vrai schisme aujourd'hui qui existe entre on aime son agriculteur, on n'aime pas l'agriculture. On a envie de consommer local, on n'a pas envie d'avoir une usine, une fabrique à côté de chez soi. Et effectivement, c'est aussi un des enjeux, et je trouve que ça peut être un enjeu à endosser par le commerce de proximité, parce que finalement, si on utilise des produits qui sont fabriqués pas loin, peut-être avec la main-d'œuvre des voisins, eh bien, on est capable de parler plus production, mode de production. On est capable de faire valoir la qualité et l'évolution de la qualité dans nos produits qui n'a cessé de progresser depuis 50 ans et qui n'est pas perçu par les consommateurs. Donc je pense que le commerce de proximité a aussi un rôle fondamental là-dedans. Merci Florence. Alors on a la chance d'avoir avec nous Guillaume Gomez. Comme Bonjour. Il va quitter la table très rapidement, on en profite. Guillaume, tu jalonnes, tu sillonnes la France, le milieu rural et donc tous les produits aussi qui en sont issus. J'imagine que cette table sur les commerces citoyens, ça te parle. Et comment vois-tu justement un petit peu le rôle de l'alimentation, de la gastronomie pour faire du lien entre notamment toutes ces initiatives? Merci déjà, désolé de ne pas avoir pu suivre tous vos travaux et j'étais très intéressé. Et heureusement, tout est filmé, donc je pourrais revoir tout ça. Oui, bien évidemment, quand j'ai su qu'il y avait cette table sur l'impact des commerces de proximité, notamment en ruralité, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel. Déjà, vous l'avez dit, sur la partie que j'ai pu entendre, ce lien qui peut y avoir entre les commerçants, les agriculteurs, le consommateur, le citoyen, c'est quelque chose d'essentiel. Et alors nous avons notamment avec ces journées nationales de l'agriculture, quelque chose qui nous touche et sur lequel nous travaillons, c'est l'aspect éducatif. Éducation à l'alimentation, mais pas que, éducation aux produits, compréhension. Quand on éduque, on peut aller vers plus de compréhension et ces commerces sont essentiels pour ça, pour faire de l'éducation, pour faire des démonstrations et tout simplement pour pouvoir démontrer que notre agriculture, elle est belle, que notre gastronomie, elle est là aussi, elle est présente et elle part des territoires. Donc moi, juste vous dire que c'est quelque chose plus qu'essentiel, on le sait, dans la vie d'un village, d'une commune, d'une ville, et que ça passe par cet aspect de commerce que notre gastronomie, notre alimentation, qui rayonne depuis ces territoires, a besoin d'un ancrage fort dans nos territoires, notamment dans ces commerces de proximité. On l'a vu récemment avec la reconnaissance à l'UNESCO des savoir-faire de la baguette. Ça parle dans chaque village, nos boulangers, et à travers ça, on arrive à diffuser des messages d'éducation sur une alimentation plus engagée en termes de société, en termes d'environnement, en termes de santé. Et bien évidemment avec un volet économique important, puisque quand on s'appelle commerce, il y a un volet économique qui est important. C'est pas juste une délégation de service public de faire du lien entre les citoyens. Donc voilà, moi je prendrai pas plus de temps, mais je serais très heureux, et merci à Agridemain d'organiser des tables rondes comme ça. Je serais très heureux de suivre une fois que ce sera en ligne, de voir tout ce que vous avez pu en dire justement. Merci Gilles. Merci beaucoup Guillaume. Et alors justement, chez Bouge ton coq, on sait qu'on ne peut rien faire sans des partenaires fidèles comme la MSA. Et aujourd'hui, Rodolphe, qui est avec nous, va justement nous présenter quelle est un peu cette boucle vertueuse que l'on peut faire avec les partenaires tels que la MSA. Nous, on se retrouve évidemment dans tout ce qui vient d'être évoqué depuis tout à l'heure, parce que le régime agricole, c'est aussi le régime de la ruralité, qui couvre 5 millions de Français, et qui essaye de lutter contre ce qui est un peu un angle mort encore, des politiques sociales ou des politiques publiques, et d'essayer de faire remonter au-dessus de la pile les enjeux de la ruralité. Et évidemment que ce projet, cette action, elle est pour nous triplement gagnante, puisqu'elle rejoint 3 préoccupations fortes du régime, que sont à la fois évidemment lutter contre la précarité alimentaire, lutter contre l'isolement sur les territoires ruraux, mais aussi sécuriser les producteurs autour de prix justes et de volumes garantis dans la durée, et puis de favoriser la relocalisation, la relocalisation et la souveraineté alimentaire. Donc c'est du gagnant, 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 ce type de projet, et
Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de soutenir cette initiative de Bouge ton coq. Non seulement de la soutenir, mais de s'y adosser concrètement avec un exemple en particulier qui est de mobiliser nos petites résidences autonomie, nos MARPA. On en a 200 sur le territoire, qui sont des petites résidences autonomie de maximum 20 personnes, adaptées au milieu rural, qui permettent aux personnes âgées de vieillir près de chez elles, et où elles ont été construites pour la plupart dans les années 80, avec des grands halls disproportionnés, à l'époque où on construisait beaucoup, parce qu'on a du foncier dans le rural, on ne manque pas de place, et qui sont vides la plupart du temps. Et donc on fait un appel à nos 200 MARPA pour y localiser, y adosser, y accueillir des épiceries participatives avec Bouge ton coq, et avec, on le voit là encore, du gagnant-gagnant pour tout le monde, puisque ça va recréer, contribuer à ouvrir ces MARPA, et donc les personnes qui y habitent sur le territoire, sur le village, permettre aussi à ces personnes d'accéder à une alimentation, bref, recréer de la lumière dans ces territoires. Et je trouve que c'est un très bel exemple de ce qu'on est capable de faire en ruralité. On a souvent un regard un peu désespéré en disant « Oh mon Dieu, c'est terrible ce qui se passe ». En réalité, là, c'est un bon exemple, parce qu'en fait, évidemment qu'il faut absolument penser autrement les choses, et qu'il faut penser, vous l'avez dit, hybride, mixité des usages, plus faible densité, plus grande mixité, plus grande participation des habitants. Donc ça nous oblige à repenser des modèles économiques et citoyens différents. Donc en fait, ces difficultés sont aussi une chance pour penser autrement. Et là, c'est le cas. Ça nous oblige à déplacer les lignes, à bouger les lignes pour faire plus participatif, pour faire plus mixte, et au fond, pour trouver des modèles économiques. Alors l'enjeu aujourd'hui, maintenant que le modèle fonctionne, c'est de le massifier. Voilà. Moi, je pense qu'il a un potentiel, et que derrière les 200, on peut rapidement en faire 2000, je pense. C'est pas utopique de penser qu'on puisse aujourd'hui recréer de l'activité sur ce modèle-là, et pas seulement sur les commerces alimentaires, sur toutes les activités qui ont disparu des territoires ruraux. Et donc je pense qu'il y a un enjeu avec les chercheurs, avec les universitaires, avec des économistes, à donner à voir des modèles économiques qui tiennent dans la durée, parce qu'il faut à la fois durer sur le plan économique, il faut durer aussi sur le plan citoyen, parce que les bénévoles, il faut les tenir. Je veux dire, c'est pas une denrée infinie, et voilà. Donc ça veut dire qu'il faut créer un écosystème économique, un écosystème politique. C'est pour ça que les maires ruraux sont évidemment une des clés indispensables pour mettre autour de la table et faire en sorte que... Alors nous, on n'a pas des maires, mais on a des délégués MSA dans chacun des cantons. On est un régime d'élus, voilà, qui sont souvent des bénévoles. Voilà, ça fait partie du tissu qu'on a à mobiliser pour créer du modèle économique et massifier. Mais dans tous les cas, pour nous, c'est vraiment le bon exemple de comment on transforme ce qui peut apparaître comme une fragilité désespérante en un levier pour faire autrement, au bénéfice de tout le monde et au bénéfice des villes qui vont finir par crever aussi d'un système dont on voit les limites. Voilà. Donc, ce qu'on est en train d'inventer dans les campagnes, in fine, va améliorer la vie de tout le monde et améliorer la vie des urbains, voilà, et de la société et de l'économie. Merci beaucoup. Je pense que ce sont des paroles qui vont droit au cœur de Victor Delage. Alors Victor, je pense que c'est un message d'espoir aussi. Toi, il faut préciser quand même que tu étais 6 ans à la Fondation Fondapol, qui est quand même une fondation assez connue et reconnue, et que tu es sorti de cette fondation pour créer un think tank sur la ruralité. Et j'avoue que quand j'ai vu cette initiative, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc cet enjeu, ce commerce citoyen, est-ce que tu le vois comme un projet politique ? Oui, alors, juste si tu me permets de rebondir, merci beaucoup pour cette présentation et pour l'invitation. Simplement, effectivement, on est un think tank dédié au territoire, c'est-à-dire qu'on parle de ruralité, mais pas que. On s'intéresse, voilà, on a d'autres projets aussi. Mais quand même, effectivement, c'est clé pour tout ce qu'on fait. C'est l'Institut Terram. Hein. Voilà, exactement. Je te remercie d'avoir un rapport avec toi. Non, sur tout ce qui a été dit, pour rebondir, parce que beaucoup a été dit et c'était passionnant, on voit bien que l'accessibilité au commerce de proximité, c'est un enjeu clé parce qu'il est global. Il regroupe plein d'enjeux, à la fois économiques, sociaux, politiques, culturels, etc. Et Anne, ainsi que Eddy, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, on voit bien que face à la disparition des commerces dits traditionnels, il y a un vrai enjeu, un vrai positionnement à avoir de la part de ces commerces citoyens qui ne doivent pas être pensés comme un simple pansement finalement à cette disparition des commerces classiques, mais qui doivent être vus comme un modèle à la fois innovant, nouveau,
et qui est là en quête à la fois pour ramener de la vie et du sens dans ces territoires où, vous le disiez madame, c'est vrai que le sentiment d'isolement est extrêmement prégnant parfois et sur certaines typologies de territoires en particulier. Alors par rapport à ce qui a été dit sur les commerces citoyens comme réponse structurelle par rapport à 3 défis, sur le plan politique, effectivement on voit qu'ils permettent de maintenir une activité locale dans les différents écosystèmes et notamment en soutenant les producteurs, en soutenant les artisans, etc. Vous le disiez Florence, il y a cet effet multiplicateur aussi qui est crucial parce que souvent quand on parle des commerces citoyens, on a le sentiment dans le débat public au niveau des externalités économiques positives, ça peut être un petit peu moqué, alors qu'en réalité, on sait, il y a plusieurs études qui le montrent, chiffres à l'appui, que les externalités économiques positives, il y en a un certain nombre. Par ailleurs, il y a le plan social aussi qui me paraît essentiel. C'est un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu de solidarité, comme Claire le disait tout à l'heure. Je mentionnais ce sentiment d'isolement tout à l'heure, parce qu'on a sorti, nous, une étude sur le vote des extrêmes, et particulièrement le vote RN, dans la ruralité. Et ce que montrait Jérôme Fourquet, c'est que contrairement à ce que l'on entend parfois, c'est pas parce que vous avez moins de commerce dans une commune que vous votez plus pour le Rassemblement national. Par contre, c'est quand vous vous sentez isolé géographiquement que là, vous votez massivement pour ce parti-là. Et donc, créer du lien à travers ces commerces citoyens, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et puis enfin, sur le plan politique et territorial, par rapport aussi à ce que tu disais, Camille, tout à l'heure, on voit que c'est aussi une alternative aux solutions classiques pour revivifier un petit peu ces communes-là. Parce que tu citais les charges, tu citais les marges. On sait que c'est très difficile aujourd'hui pour les maires de certaines communes de refaire venir sur leur territoire des commerces traditionnels. Et c'est vrai que les commerces citoyens, ils s'affranchissent de toutes ces contraintes, de par leur modèle. Pour conclure, peut-être sur comment on peut percevoir un petit peu les conditions de réussite par rapport à ce que vous disiez également. Je pense qu'il y a un soutien institutionnel qui doit être réaffirmé, qui doit être clair et durable. Les financements doivent être stabilisés, que ce soit via des fonds dédiés ou des dispositifs d'accompagnement pour les porteurs de projets. Ça me paraît clé. On pourrait aussi parler de la facilité d'accès aux locaux, et notamment par de la fiscalité incitative, notamment pour transformer des locaux vacants en commerce citoyen. Un deuxième point qui me paraît clé, c'est l'engagement des collectivités locales. Vous le disiez, Cédric, les élus ne doivent pas être simplement des gestionnaires, mais aussi des facilitateurs. Ça, c'est essentiel. Et puis, c'est un modèle qui doit rester à la fois adaptable et innovant. Adaptable parce qu'il y a une diversité d'approches. On le disait un petit peu tout à l'heure en préambule. Épicerie participative, coopérative, commerce multiservices. Donc chaque territoire doit absolument adopter la formule à sa réalité locale. Et puis tout ce qui est innovation, alors il y a plein de pans dans l'innovation, mais on n'en a pas parlé, l'innovation numérique, ça me paraît clé, que ça soit pour les commandes en ligne ou encore pour la mutualisation logistique entre d'un côté ces commerces citoyens et de l'autre les producteurs locaux. Donc voilà, moi je rejoins tout à fait ce que vous disiez en conclusion de votre propos, c'est-à-dire il faut aller vers une généralisation de ce modèle. Moi, ça me semble clé pour qu'il soit mieux reconnu d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Merci Victor. Il y a Christophe qui est chargé de faire un post LinkedIn. Je pense qu'il peut te dire merci. Tout est résumé. Super. Merci. Il y avait une réaction, Claire, et puis Anne. Et après, on va être obligé de se quitter puisqu'on a le commissaire européen qui va arriver. Ouais. Donc moi, je voulais réagir sur 2 petits points sur les enjeux. Je pense qu'on a raisonné commune par commune, mais peut-être qu'il faut regarder aussi en raisonnant en maillage entre les petites villes, les communes rurales et la commune, telle commune et telle autre commune. Pas seulement une par une, parce qu'on disait... Enfin, voilà. Je pense qu'il faut raisonner, dézoomer parfois l'échelle communale, et à un autre moment, rezoomer, c'est-à-dire que recréer un commerce au centre-village
ne résout pas toujours l'idée du dernier kilomètre ou de la personne qui, on parlait, isolée. Et puis, moi, j'ai deux éléments autres, c'est ne pas mixer avec les réflexions aujourd'hui sur les enjeux de précarité alimentaire en milieu rural. On en a parlé tout à l'heure dans le débat. Et ne pas oublier, parce que là, vous parlez de nouveaux modèles, de modèles traditionnels, etc. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a aussi des enjeux, quand on parlait tout à l'heure d'itinérance qui prend différentes formes, c'est de nouvelles formes d'entrepreneuriat en milieu rural et il ne faut pas non plus les laisser de côté. Je veux dire, il y a le côté bénévole, solidaire, etc. Mais il y a aussi des personnes qui vivent en milieu rural, qui veulent continuer à y vivre ou qui viennent y vivre et qui veulent y créer leur emploi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Voilà. Florence, vous voulez rebondir là-dessus, peut-être avant de donner la parole à Anne pour conclure. Florence, on vous laisse rebondir. Moi, j'aime bien la question, pour que ça marche, que faut-il faire? Je pense que c'est un vrai enjeu. On voit le succès de la grande distribution. Ils ont réussi et ils ont gagné énormément de parts de marché parce qu'ils ont inventé le concept du tout en un, c'est-à-dire tout en un endroit. On peut trouver tout là. Ce qui donne, à mon sens, un challenge sur ces commerces de proximité, c'est d'avoir finalement aussi une diversité de l'offre, parce qu'il faut qu'on puisse y trouver, je dirais, le plus de produits locaux possible. Donc c'est un premier point. Donc soit des produits qui viennent directement d'exploitation agricole parce que ce sont des produits bruts, mais aussi des produits transformés. Et je vais faire un petit peu de publicité pour les coopératives agricoles du coup, puisqu'on est en train d'établir une plateforme dans laquelle on va recenser l'ensemble des coopératives qui transforment des produits en pâté, puisque certains produits ne sont pas consommables directement, et qui effectivement pourra être, je dirais, aussi une plateforme de référence pour référencer certaines productions locales. On les localise sur une carte et on définit les produits. Aujourd'hui, on a 800 références qui sont dessus, et donc évidemment, c'est ouvert à toutes les épiceries solidaires, avec grand plaisir. Merci Florence. Je rebondis aussi avec ce que tu disais tout à l'heure, Victor, l'innovation dans les zones rurales, on la trouve, et chez Bouge ton coq, on innove régulièrement, et on a développé un nouveau programme de précarité alimentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va essayer d'aider le plus grand nombre en ruralité, et Anne, peut-être que tu peux nous en dire deux mots. Non, mais du coup, je voulais juste rebondir. Moi, j'ai bien aimé l'interpellation sur il n'en faut pas 200, il en faut 2000. Nous, on est prêts pour les 2000. Je pense qu'on est prêts pour les 2000 parce que ça repose sur un modèle qui est différent et qui est un tout petit peu en décalé par rapport à ce que vous disiez. Je pense qu'il ne faut pas du tout qu'on se voit comme des concurrents ou des décalques de la grande distribution. C'est pas ça. C'est une autre approche et elle a une énorme vertu, elle est indispensable, il est indispensable qu'on soit en lien avec les élus locaux, mais elle est quand même très économe en deniers publics et en deniers en général. C'est quand même une grande source de longévité, on va dire. Donc je pense qu'on est prêt pour les 2000. On est prêt aussi pour continuer à inventer, et Camille le disait, pour rebondir ce que vous évoquiez, un des prochains enjeux, au-delà de passer de 200 à 2000, ce qui est déjà pas mal, c'est effectivement l'enjeu de la précarité alimentaire. Donc moi, je crois beaucoup à ce modèle, si j'avais à résumer, un peu de destination, qui, voilà, c'est de l'alimentaire, du citoyen et plus. Donc je suis sûre que ça va... Je suis sûre qu'on va arriver aux 2000. Merci. Et qu'il y en a d'autres d'ailleurs, on n'est pas les seuls. Mais nous, on est les meilleurs. Voilà. Merci. Cédric voulait dire un mot sur les élections, c'est ça? Ben non, sur les 2000, il faut être plus ambitieux. Nous, il y a 32 000 communes rurales. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y avait plus de 20 000 communes où il n'y avait pas de forme de commerce d'une manière ou d'une autre. Donc cette question-là, il ne faut pas se la poser de manière quantitative. Tout ce qu'on se dit, moi, ce qui est formidable, c'est de voir qu'il y a plein de gens qui réfléchissent et qui traitent ce sujet-là. Donc j'allais dire, il n'y a pas d'inquiétude sur l'intentionnalité. Et la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Nous, ce qu'on est amené à dire, c'est, on vit aussi dans le réel, ces épiceries, elles sont d'abord et avant tout, et j'insiste là-dessus, communales. Derrière, il y a la notion de commun.
qui est quelque chose qui dépasse la question de l'institution, de la collectivité au sens tel. Et moi, je le dis aujourd'hui, on est aussi dans une logique de dynamique. Elles sont parfois négatives, parfois positives. Vous avez de la démographie, vous avez de l'économie, etc. Moi, ce que je capte aujourd'hui, c'est qu'on est à 1 an du renouvellement des conseils municipaux. C'est un défi considérable pour le pays aujourd'hui de participer au renouvellement aussi de ces bénévoles-là, qui sont à un moment donné des gens qu'on aura peut-être capté dans ces 200 premières épiceries, qui vont nous dire « moi j'ai envie de continuer, j'ai envie de faire autrement ». Et là on aura vu que, non pas l'abandon, mais la question que le champ communal est le champ de la considération, et le champ où on reconnaît la personne dans ce qu'elle est, dans sa capacité à pouvoir faire, de faire participer à une vie associative, de participer à une épicerie. Moi je crois beaucoup à la multiplicité des formes. Ce qui marche là ne marchera pas là-bas. C'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que c'est produit localement par des acteurs qui ont décidé de le faire comme ça, avec une capacité, parce qu'ils ont quelqu'un, parce qu'ils connaissent la MSA, parce qu'ils connaissent les coopératives, et ici, là. Bon. Donc je crois qu'il faut accepter cette souplesse-là. Nous, ce qu'on dit chez les maires ruraux, c'est que tous les villages ont un avenir. On a obtenu de l'État qui crée un programme Village d'avenir. Là aussi, c'est que 2500 aujourd'hui. Nous, tous ont un avenir, y compris ceux qui n'ont pas d'épicerie, parce qu'il y a des gens qui y vivent. Il y a plein de villages aujourd'hui qui gagnent beaucoup d'habitants et qui n'ont pas forcément de forme d'animation commerciale, etc. C'est pas grave, on va le faire. Et donc, parmi ces dynamiques-là, il y a la question du renouvellement des conseils municipaux. Et je n'ai pas de peine à penser que la question du commerce, la question de la culture, la question de l'accès aux soins sont des sujets qui seront pleinement dans les débats municipaux des mois qui viennent, dans ces villages, pour dire comment on continue sous cette forme-là ou sous une autre forme, parce que ça nous a donné aussi envie de faire autre chose. Donc ne voyons pas la ruralité comme l'endroit où il y a des absences, mais il y a un potentiel à révéler. Et ce modèle-là, il est génial parce que voilà, ça sert à l'alimentation, et je rejoins ce que disait Claire au début. Moi, je vois plein de villages aujourd'hui, de maires, de communes, qui commencent à se poser la question, est-ce que je ne peux pas servir à manger ? Il y a la restauration collective qui est une forme d'obligation légale, je vais dire des choses comme ça, quand vous avez une école ou une MARPA, etc. Et là, c'est la question de faire un lieu commun où les gens qui sont précaires, qui ne peuvent pas se déplacer, ou tout simplement qui ont envie de voir du monde, ils viennent manger dans le village. On a plein d'exemples comme ça, donc voilà, on est très Cédric. optimiste. Vous avez dit que vous étiez très court, vous avez bien respecté. Non, la coopération a fait de la pub pour les coopératives. Je vais faire un petit peu de pub pour les Journées nationales de l'agriculture qui sont dans le projet avec le projet Terroir. Pour dire, Guillaume l'a dit, qu'il y a 1800 sites. Nous, on sera peut-être à 2000 sites qui ouvrent pendant ces Journées nationales. Et ce ne sont pas que des exploitations. Ça pourrait aussi être des commerces citoyens. Donc, pour mieux expliquer, toucher, recréer du lien avec la population partout en France. C'est comme les Journées européennes du patrimoine. C'est le 6, 7, 8 et 9 juin. Donc, tous dans vos structures, vous pouvez en parler et connectez-vous au site. Et on compte sur vous. Je vais laisser la conclusion à Camille pour expliquer justement où on peut prolonger, avoir plus d'informations sur le site Terroir et sur le projet Terroir, pardon. Merci Gilles. Bon, tu as tout dit. Le projet Terroir, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site réseauterroir.fr. Et si vous voulez plus d'informations sur les commerces citoyens, les épiceries participatives, le nom est facile à retenir, Bouge ton coq. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et encore merci à tous les participants de votre présence. Merci Claire, tout particulièrement d'être venue à Paris aujourd'hui pour nous. Et écoutez, j'espère que vous avez bien mangé. Et on vous invite à prendre un café juste à côté après.